BX1+. Le face-à-face. Tout de suite, c'est notre débat. Et le débat du jour, on va le consacrer à l'inflation. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène? Qu'est-ce qui le motive ces dernières semaines ou ces derniers mois? Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que ça aura un impact sur notre pouvoir d'achat? Est-ce qu'on va augmenter les salaires pour compenser l'inflation? Si on augmente les salaires, est-ce que ça va pénaliser nos entreprises? Voilà, on va essayer de répondre à toutes ces questions-là en essayant d'être pédagogique et compréhensible pour tout le monde. On aura pour cela le renfort de Philippe Ledan, il est économiste pour la banque ING, de Ludovic Dobelaar, qui est économiste, lui, pour le Bureau fédéral du plan. Et on a également invité dans ce débat Christophe Ernalsten, qui est, lui, conseiller au Centre de compétences économie et conjoncture pour la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. On va d'abord expliquer pourquoi on pose ce débat aujourd'hui, Sabine Rigelheim, avec une série d'échanges autour de l'inflation et surtout de l'indexation des salaires. Mais si on pose ce débat aujourd'hui, c'est qu'en janvier, l'indexation automatique des salaires doit être activée vu le niveau de l'inflation. Cela signifie une indexation de 3,6% en janvier. Certains acteurs économiques, comme la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, ont demandé un saut d'index. Pour eux, il est impossible de payer une augmentation des salaires à cause de la crise économique engendrée par la crise sanitaire. Et la FEB a sorti sa calculette. Cela reviendrait à débourser 3 milliards d'euros pour les entreprises. Du côté de l'UCM, l'Union des classes moyennes, eh bien pour une entreprise de 46 salariés, cela représente l'équivalent d'un mi-temps en plus. Cependant, le ministre de l'Emploi, le socialiste Pierre-Yves Dermagne, pour lui, il n'est pas question de procéder à un saut d'index. Cela n'aurait pas été évoqué en gouvernement. Cette indexation permet aussi de préserver le pouvoir d'achat des employés, défendu ce lundi dernier par les syndicats. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Ludovic Dobelaar, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui provoque cette inflation qui va entraîner l'indexation des salaires? On parle de l'augmentation du coût de l'énergie, c'est ça qui est à l'origine de tout? Oui, ça surtout le coût de l'électricité et du gaz naturel qui ont augmenté énormément ces derniers mois, provoquent maintenant des taux d'indexation, des taux d'inflation très élevés qui donnent lieu à une forte augmentation de l'indexation des salaires aussi. Ouais, on parle d'une augmentation des prix de 4 à 5%. On va y revenir dans un instant, mais même si vous n'êtes pas Madame Irma, hein, le Bureau fédéral du plan, il travaille sur la prospective et sur ce qui va se passer dans le coup d'après. Est-ce que cette inflation va se poursuivre dans les prochains mois ou est-ce qu'on atteint un pic et ça va ralentir? Pour le moment, on a plus ou moins atteint le pic de l'inflation. Donc, cette inflation se situe pour le moment aux alentours de ça, entre 5 et 6%. Ça ne va pas augmenter encore plus, donc ça va descendre légèrement dans le courant de 2022. Et en moyenne annuelle, on atteindra 3,8% en 2022. Ouais. Philippe Ledan, donc 5%, c'est quand même des niveaux très très hauts. On n'a pas connu ça depuis très très longtemps. Ça va avoir quoi comme impact sur notre économie d'une manière générale? Mais évidemment, une augmentation des prix, il y a des gagnants, il y a des perdants. Ici, comme on l'a souligné, c'est surtout la facture d'énergie qui a augmenté. Donc, fondamentalement, ça diminue le pouvoir d'achat des ménages. En tout cas, au moment où la vague d'inflation est là. Après, on a effectivement un mécanisme formidable en Belgique qui existe, qui est l'indexation automatique des salaires, des allocations sociales et des pensions, qui va compenser ça au moins en partie et neutraliser en partie cet effet sur le pouvoir d'achat. Mais dans un premier temps, il y a un choc d'inflation. Et ce choc d'inflation, quand il s'agit d'un impact de la facture d'énergie, peut effectivement avoir un impact sur la consommation des ménages, des autres biens et services. Puisque je dois consacrer plus de moyens à ma facture d'énergie, donc j'ai moins de moyens pour le reste, en attendant que mon revenu soit compensé pour cette vague d'inflation. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un espèce d'effet boule de neige, Philippe Ledan? D'abord parce qu'on a eu une économie qui était quasiment, peut-être pas à l'arrêt, mais en tout cas fortement ralentie pendant plusieurs mois l'année dernière à cause de la Covid-19. Maintenant, cette économie elle a tendance à redémarrer, donc on a tendance à avoir une tension sur les prix de l'énergie parce que tout le monde a besoin d'énergie, premier élément. Et puis deuxième élément dans notre boule de neige, aujourd'hui c'est l'énergie qui augmente, mais demain il y a un certain nombre de produits manufacturés qui ont besoin de l'énergie pour être produits, qui vont aussi augmenter.
Oui, donc pour prendre une image, pour l'instant, on est plutôt dans l'effet ketchup, c'est-à-dire que après une période où il n'y a rien qui a bougé, toute l'inflation arrive d'un coup parce que tout le monde veut consommer les mêmes produits au même moment. Hein, et donc ça arrive d'un coup. Et puis, comme vous le dites très justement, le risque dans une telle situation, c'est évidemment que l'augmentation des prix engendre, certainement en Belgique, une indexation automatique des salaires, ce qui fait que ce sont des nouvelles hausses de coûts pour les entreprises, et donc petit à petit, de plus en plus d'entreprises qui en ont la capacité, elles n'ont pas toute la capacité de le faire, transfèrent l'augmentation des coûts de l'énergie, des coûts de transport, des coûts de matières premières et bientôt des coûts salariaux sur leur propre prix de vente. Et à ce moment-là, vous n'avez plus une inflation qui est liée à l'énergie, vous avez une inflation qui est liée à tout ce que nous consommons. Et ça, ce serait effectivement alors le risque de ce que vous appelez un effet boule de neige. Alors, Christophe Ernalstein pour l'AFEB, je ne sais pas s'il était ironique ou pas, ou si c'est un fan de Stromae, mais Philippe Ledent a dit l'indexation, ce mécanisme formidable que nous avons en Belgique. Il est formidable ce mécanisme ou pas ? Pour nous, pas tant que ça, puisque en fait, c'est un mécanisme qui contribue à stimuler d'autant plus l'inflation et à renforcer ces effets de second tour. Donc Philippe Ledent en parlait justement, on parlait de ces effets de transmission de l'inflation des prix de l'énergie sur les prix des entreprises, des produits que les entreprises belges vendent, mais à ça s'ajoute aussi l'indexation automatique des salaires en Belgique qui vient en fait accélérer ce mécanisme d'augmentation des prix et au final une perte de la compétitivité pour nos entreprises. Ouais, qu'est-ce que vous demandez, vous ? Ça veut dire qu'on ne doit plus indexer les salaires, mais excusez-moi, si on n'indexe plus les salaires, ça veut dire que les salariés perdent du pouvoir d'achat. Alors, je suis bien d'accord. Et le problème, ici, c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. Effectivement, moins de pouvoir d'achat pour les ménages veut dire aussi moins de rentrée pour les entreprises. Mais ici, ce qu'on doit éviter, en fait, c'est la perte de compétitivité vis-à-vis de nos pays voisins. C'est ça qui est important et qu'il faut comprendre, c'est de prévenir. Finalement, que les prix augmentent, d'une certaine façon, c'est pas problématique. La problématique, c'est que les prix augmentent plus vite en Belgique que dans les pays voisins. Ce qui va avoir des conséquences sur le fait que les salaires vont augmenter plus vite en Belgique et donc que la compétitivité des entreprises va s'en trouver affectée. Et c'est ça qui est le point crucial pour les entreprises et pour la FEB aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de syndicalistes autour de la table. Je vais permettre de remplacer les syndicalistes et de vous dire que vous jouez quand même peut-être sur les deux tableaux à la FEB parce que quand on parle des pays voisins, on a voulu une norme salariale. Donc, on se débrouille pour que nos salaires n'augmentent pas plus vite que les pays voisins. Et donc ça, vous êtes tout à fait d'accord pour la garder. Par contre, quand on doit faire face à l'inflation, et tout le monde fait face à l'inflation en ce moment, là, vous n'êtes plus d'accord. Ça veut dire que vous jouez sur les deux tableaux ? Non, pas tout à fait, parce que il faut bien comprendre que la norme salariale a deux composantes. Elle a cette composante de l'indexation automatique, donc c'est cette garantie que voilà, on indexe pour ne pas limiter le pouvoir d'achat des ménages. Et il y a l'augmentation réelle, c'est ce fameux 0,4% pour la marge 2021-2022. Et ça, dans l'ensemble, ça assure que les salaires n'augmentent pas plus vite en Belgique que dans les pays voisins. Et qu'est-ce qui se passe ici dans une période où il y a beaucoup d'inflation ? C'est que la composante inflation qui va se traduire par de l'indexation va devenir tellement importante qu'on va plus pouvoir contrôler que les salaires augmentent dans la même proportion que dans les autres pays voisins. Voilà, donc j'ai vu Philippe Ledent faire oui de la tête à plusieurs reprises, donc j'ai un petit peu mieux décodé le formidable de tout à l'heure et le second degré qui devait probablement y être lié. Ludovic Dobelard, si on n'indexait pas les salaires, est-ce que malgré tout, là, il n'y a pas un danger de ralentissement de l'économie ? Parce que ça veut dire que les salariés ils vont se mettre à devoir faire des économies et à thésauriser. C'est pas ça le danger, si on suit la FEB ? Oui, tout à fait, mais ici, c'est toujours une question de on fait payer quoi par qui. Donc, pour le moment, le pouvoir d'achat des ménages est bien préservé grâce au système d'indexation automatique, ce qui fait aussi que les ménages en Belgique pourront consommer plus au total que les ménages dans les pays voisins qui subissent beaucoup plus cette perte de pouvoir d'achat. Ouais.
La consommation, pourquoi est-ce que c'est important de la garder, voire de la stimuler? C'est important pour les entreprises, c'est éventuellement aussi important pour l'État, pour ses rentrées fiscales? Ça peut évidemment aller. Donc ça a des effets bénéfiques aussi bien pour les entreprises que pour le gouvernement. Mais de l'autre côté, les entreprises et le gouvernement payent aussi dans le cadre de cette indexation automatique. Donc c'est une question de recettes et dépenses qui augmentent tous les deux. Alors, on va jeter quand même un petit coup d'œil sur les chiffres, parce qu'on a promis de ne pas vous assommer avec trop de chiffres, mais on va quand même en donner un ou deux pour que vous compreniez à quel point la situation est quand même relativement exceptionnelle, Sabine Riguelet. Ouais, et pardon pour la kyrielle de chiffres, effectivement, qui va suivre, mais c'est un peu inévitable avec ce genre d'exercice. Donc, selon le Bureau du Plan, en 2022, la croissance du PIB devrait s'élever à 3% grâce aux exportations et surtout à la consommation des particuliers. Le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 2,4% en 2021 et 3,8% en 2022 contre 0,74% en 2020 et 1,44% l'année précédente en 2019. L'augmentation de l'indice santé qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers serait de 2,0% en 2021 et 3,7% en 2022. Quant à l'emploi intérieur, il progresserait de 73 000 personnes sur l'ensemble des 2 années. Alors Philippe Ledent, bon, je vais simplifier très très fort. On va passer d'une croissance qui était inférieure à 1% à une croissance qui va être proche de 3%. On va le dire comme ça. Vous me corrigez si j'ai vraiment dit une très grosse bêtise. Moi, j'avais cru comprendre que la croissance, c'était bon. Que c'était bon pour nos entreprises, que c'était bon pour les finances de l'État et que c'est bon pour la création d'emplois. J'ai pas bien compris ? Ah non, pas du tout. Non, vous avez très bien compris. Mais donc, il faut bien revenir sur les chiffres. Donc, en termes de croissance économique, on a connu une formidable contraction de l'activité en 2020, une très belle remontée en 2021, plus de 6%. Et effectivement, tout le monde s'attend, en espérant qu'on n'ait plus de mauvaises blagues au niveau de la pandémie, on espère effectivement que l'année prochaine, on aura une poursuite de la croissance économique, de cette reprise économique, parce qu'on a encore du chemin à rattraper par rapport à la trajectoire qu'on avait avant la crise du Covid. Et cette croissance économique devrait, malheureusement, j'ai envie de dire, être accompagnée effectivement d'une inflation qui va rester relativement élevée. Ça, c'était vraiment l'invité surprise de 2021. C'est le fait qu'on a non seulement une vague d'inflation qu'on attendait, mais cette vague d'inflation, elle devrait persister. Ça, on s'y attendait beaucoup moins. Ouais. Est-ce que vous pouvez... Ça, oui. Allez-y. Non, je voulais simplement dire que c'est moins bon parce que, voilà, un monde avec plus d'inflation, et on le voit, c'est le sujet d'aujourd'hui, est un monde avec plus de tensions sur qui paye la facture. Ouais. Alors c'était justement la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous comprenez que dès qu'on entend le mot inflation dans le grand public, il y a les oreilles qui se dressent et puis on pense, on n'assimile pas inflation à crise, mais presque. C'est-à-dire qu'on se dit, oula, il y a un danger et je dois faire attention, peut-être que je vais perdre du pouvoir d'achat. C'est presque pavlovien. Oui, mais moi je vous dirais, et c'est pour ça que j'utilisais le terme formidable, moi je vous dirais qu'on a moins de raisons, certainement beaucoup moins de raisons de se plaindre en tant que citoyen en Belgique que dans les autres pays. Donc pour le citoyen, avec le mécanisme d'indexation automatique, qui est une formidable garantie pour le citoyen d'un certain maintien du pouvoir d'achat, on ne devrait pas avoir ce réflexe pavlovien. Imaginez simplement l'ouvrier allemand dont la convention sectorielle prévoit une renégociation de son salaire en 2023. Renégociation de son salaire nominale, parce qu'il n'y a pas d'indexation automatique. Ça veut dire que l'année prochaine, il ne va avoir aucune compensation pour la forte inflation. Donc là, je pense que d'un point de vue du citoyen en Belgique, ou du travailleur, ou du pensionnaire, ou de l'allocataire social, on a un mécanisme qui préserve le pouvoir d'achat, même s'il n'est pas parfait. Ouais, et il y a un mécanisme un peu semblable en France, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ludovic Dobelard, je voudrais quand même avoir votre sentiment sur la difficulté de travail, de prévision qui est le vôtre. Parce qu'on est dans une situation très particulière. On avait une croissance, mais qui était quand même en train de ralentir, qui était pas une croissance extraordinaire avant la Covid-19. On a tout d'un coup une année où tout s'arrête,
et on a une décroissance, et puis là, ça repart. Le fait qu'on soit un peu montagne russe, j'exagère un petit peu, mais en tout cas avec des mouvements qui ne soient pas ceux auxquels on est habitué depuis des dizaines d'années, ça complique votre travail. Les prévisions que vous sortez, là, elles sont fiables ou elles sont encore des éléments sur lesquels on n'a peut-être pas assez de recul? Ben, on continue à dire que les incertitudes qui entourent nos prévisions sont beaucoup plus grandes que d'habitude. Et cela est vrai aussi bien pour la croissance économique que pour les prix. Donc pour la croissance économique, allez, on le constate à l'heure actuelle. Donc le virus évolue de nouveau d'une façon pas vraiment attendue. Au niveau de l'inflation, on sait qu'il y aura des augmentations de prix qui vont pas seulement pour les prix énergétiques, mais pour beaucoup d'autres produits aussi qui vont arriver dans les mois à venir. Mais il est très difficile d'avoir des estimations de tout ça, surtout parce que les mouvements sont si brutaux. Alors, je voudrais terminer avec une question qui est une question assez politique, ou très politique même. Et je vais la poser d'abord à Ludovic Dobelard et puis ensuite à Philippe Ledan. L'indexation, est-ce que c'est un mécanisme qui finalement est injuste, puisqu'on indexe tous les salaires de la même manière? Est-ce qu'il faudrait envisager d'avoir une indexation qui serait peut-être élevée pour les salaires modestes, moyenne pour les salaires moyens et réduite pour les salaires élevés, voire réduite à néant pour les salaires très élevés? Est-ce que c'est un modèle que vous appelleriez de vos voeux? Et si vous l'appelez de vos voeux, est-ce que vous voyez quand même, pour être tout à fait honnête, et pas discourir sans les syndicats qui sont là avec nous, est-ce que vous voyez quand même les limites d'un système qui serait comme ça, avec une indexation modulée? Mais on sait qu'il y a effectivement un traitement qui n'est pas la même pour toutes les catégories de revenus, donc surtout dans le cas d'une forte augmentation des prix énergétiques. On sait que les ménages à bas revenus souffrent plus que les ménages avec un revenu élevé. De l'autre côté, il faut faire aussi attention que si on continue à ajuster fortement les bas salaires et on ajuste beaucoup moins les salaires élevés, ça va donner des problèmes à plus long terme parce que tous les salaires seront les mêmes et on n'aura plus les incitants économiques classiques. Ouais. Christophe Ernalstein, sur cette idée-là que les salaires ne doivent peut-être pas être indexés pour tout le monde pareil. Oui, c'est une idée à réfléchir. Il faut se mettre autour de la table et à voir, comme l'a très bien dit Ludovic, effectivement, il y a des effets pour et contre. Donc effectivement, ici, dans un contexte où les prix de l'énergie augmentent fortement, on sait que les ménages les plus pauvres sont les plus touchés. Et donc, d'une certaine façon, ça peut être une manière de compenser pour ces ménages-là. Mais il y a aussi d'autres mécanismes qui peuvent être mis en place pour aider les ménages et pas nécessairement utiliser le mécanisme de l'indexation. Ouais, si je fais un petit calcul, si je gagne 1 800 € net par mois, je vais avoir, grâce à l'indexation, 20 € en plus. Si je gagne 3 500 ou 3 600, je vais presque avoir 100 €. C'est à peu près ça, à l'ordre de grandeur. On peut considérer que c'est injuste ? Ça, c'est une question subjective. Donc, ouais. Pour certains, ça pourrait l'être, pour d'autres, non. Ouais. Pour Philippe Ledan, est-ce que c'est injuste ? Moi, je ne qualifierais pas d'injuste à partir du moment où un système tel que l'indexation n'est pas là pour faire de la redistribution, il est là pour compenser et maintenir le pouvoir d'achat. Et ça, c'est un principe qui peut valoir pour tout le monde. Et j'irai plus loin par rapport à votre question, si vous me laissez encore 30 secondes, si j'ai encore 30 secondes, c'est de dire que je ne serais pas favorable à une modification de cette indexation, parce que c'est un principe de base, et le faire de manière segmentée, c'est typiquement le genre d'idée qui peut avoir des effets néfastes, parce qu'on sait que les emplois qui sont le plus exposés à des questions de compétitivité, ce sont très souvent aussi des emplois à faible revenu, malheureusement. Et donc, si vous créez une surindexation pour ces bas salaires, en fait, vous concentrez le problème de la compétitivité, en fait, là où il ne faudrait pas le concentrer. Donc, je serais beaucoup plus favorable
par rapport à des vagues fortes d'inflation, certainement sur l'énergie, à des mécanismes qui ont été mis en place, tarif social, chèque énergie, qui permettent de passer l'orage. Mais je ne pense pas que ce genre de vague d'inflation soit de bons prétextes pour remettre en cause un système qui est plus généralisé et qui est un système de préservation du pouvoir d'achat sur le long terme. C'est-à-dire qu'en corrigeant une injustice sociale, on pénaliserait peut-être davantage les entreprises. Je traduis ça comme ça. Voilà. Merci beaucoup Philippe Ledan, économiste pour la banque ING, Ludovic Dobelard, économiste au Bureau fédéral du plan, et Christophe Ernalstein, conseiller au Centre compétences économie et conjoncture de la Fédération des entreprises de Belgique. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Et promis, on donnera dans les prochains jours la parole aux syndicats pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils en pensent. Pour être tout à fait complet, il faut quand même bien préciser qu'il y a déjà eu un certain nombre de prises de position politiques au niveau fédéral. On a parlé des socialistes, mais ce n'est pas le seul parti qui a déjà indiqué qu'il n'était pas question d'avoir un saut d'index comme ça. Ceux qui pouvaient être inquiets sont peut-être rassurés de la question et peut-être que ceux qui s'inquiétaient de la question sont encore plus inquiets.